Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question que, franchement, on s'est tous posée un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce que les histoires d'amour finissent? En s'appuyant sur des recherches assez sérieuses, on va essayer de décrypter ensemble les mécanismes qui mènent à une rupture. Allez, c'est parti. Alors oui, la question, elle est simple en apparence, mais la réponse, elle, est beaucoup plus complexe. Pour y voir plus clair, on va utiliser une image, celle de l'entonnoir. On va commencer par le plus large, tout ce qui vient de l'extérieur, puis on va resserrer, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur du couple. Et enfin, on finira au cœur du réacteur, ce qui se passe dans la tête de chacun. Ok, on commence donc par le haut de l'entonnoir, les causes externes. C'est vrai, bien souvent, les premières fissures dans une relation, elles ne viennent pas du couple lui-même. Elles viennent du monde qui nous entoure, de toutes ces pressions qui, à la longue, finissent par peser très lourd. Quand on regarde les chiffres et les études, les raisons qui reviennent tout le temps sont assez claires. Bon, il y a l'infidélité, bien sûr, c'est un peu le classique, mais il y a aussi des choses plus insidieuses. L'usure du quotidien, la fameuse routine qui s'installe, le sentiment de ne plus regarder dans la même direction, de ne plus avoir les mêmes projets. Et tout ça, petit à petit, ça creuse un fossé. Et puis, il y a un facteur à ne jamais sous-estimer, l'argent. Les problèmes financiers, c'est une source de stress absolument énorme qui peut faire exploser n'importe quel couple. Mais bon, si ce n'était que ça, ce serait trop simple, non? Tous ces facteurs externes, en fait, c'est juste le décor, la toile de fond d'une pièce de théâtre. Pour vraiment comprendre l'intrigue, il faut regarder les acteurs sur scène, c'est-à-dire le couple lui-même, et surtout, la façon dont les deux partenaires communiquent. Allez, on zoome d'un cran. Et là, on tombe sur le travail absolument révolutionnaire du psychologue John Gottman. Ce chercheur a passé des décennies à observer des couples et il a fait une découverte incroyable. Il a identifié 4, oui, juste 4, comportements de communication qui sont tellement destructeurs qu'il leur a donné un nom qui fait un peu peur, les 4 cavaliers de l'apocalypse relationnel. Et quand ils débarquent, c'est souvent très mauvais signe. Ce qui est fou, c'est ça. Sur des milliers de manières d'interagir, il n'y en a que 4 qui permettent de prédire une rupture avec une telle fiabilité. 4. Ça rend un problème qui nous paraît immense et hyper complexe, tout d'un coup beaucoup plus compréhensible. Alors, voyons voir qui sont ces fameux cavaliers. Le premier, c'est la critique. Mais attention, il faut bien faire la différence avec un simple reproche. Un reproche, c'est factuel. Tiens, tu n'as pas sorti les poubelles. La critique, c'est une attaque personnelle. De toute façon, tu es un égoïste, tu ne penses jamais à rien. On voit bien la différence? On n'attaque plus une action, on attaque la personne dans son ensemble. Et ça fait très mal. On passe maintenant au poids lourd. Le plus destructeur de tous, le mépris. Et lui, c'est le prédicteur numéro 1 de la rupture. Le mépris, ça va bien plus loin que la critique. C'est quand on commence à voir l'autre comme étant inférieur. Ça peut être du sarcasme, des moqueries, lever les yeux au ciel en permanence. C'est un véritable poison qui détruit tout respect et toute trace d'affection. Évidemment, quand on se fait attaquer par la critique ou le mépris, quelle est la réaction la plus courante? Se défendre. Et voilà notre 3e cavalier, l'attitude défensive. C'est le fameux « ah non, ce n'est pas ma faute, c'est la tienne ». Le problème, c'est qu'en faisant ça, on refuse toute part de responsabilité. On ferme complètement la discussion et toute possibilité de résoudre le problème. Le conflit ne fait alors que s'envenimer. Et enfin, le 4e et dernier cavalier, le mutisme. En anglais, on parle de stonewalling, l'image du mur de pierre. Et c'est exactement ça. C'est quand l'un des deux partenaires est tellement submergé par l'émotion qu'il se ferme comme une huître. Plus un mot, il ou elle se retire mentalement de l'interaction. Ce silence, c'est un mur de glace qui signe tout simplement la fin de la communication. D'accord. On a vu les pressions de l'extérieur, on a vu les interactions toxiques à l'intérieur du couple. Maintenant, on resserre l'entonnoir une dernière fois. On va au niveau le plus intime, le plus profond, l'individu. Parce qu'au final, ce sont souvent nos propres bagages psychologiques, nos propres mécanismes invisibles qui sabotent nos relations, parfois sans même qu'on s'en aperçoive. Il y a cette grande illusion, hein. On se dit souvent, si je quitte cette personne, si je change de situation, tout va s'arranger. On voit la rupture comme une solution miracle. Sauf que la réalité, c'est que la plupart du temps, on ne fait que changer le décor. Si le vrai problème vient de nous, de l'intérieur, il a de fortes chances qu'il ressurgisse dans la relation suivante, et puis dans la suivante. Alors c'est quoi ces fameux moteurs invisibles? Eh bien ça peut être le fait de projeter ses propres insécurités sur l'autre, lui reprocher des choses qui en fait parlent de nos propres peurs. Ça peut être aussi le refus de se regarder en face, d'accepter sa part de responsabilité. C'est plus facile d'accuser l'autre, n'est-ce pas? Et parfois cette grande quête de liberté ou de renaissance, c'est en réalité une fuite en avant, une fuite qui bien souvent mène droit à la solitude. Bon, je sais, le portrait qu'on vient de brosser est un peu sombre,
Mais le but, ce n'est pas d'être pessimiste, bien au contraire. Justement, une fois qu'on a compris les mécanismes de l'échec, on peut commencer à chercher les antidotes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des manières très concrètes d'éviter de tomber dans ces schémas destructeurs. On arrive donc à la partie la plus importante finalement. Comment on fait pour contrer tout ça? Comment peut-on construire ou même reconstruire des liens qui soient solides et qui durent? Il y a des stratégies qui ont fait leurs preuves. En voici 3 qui sont absolument clés. La première nous vient du Japon. C'est le concept d'omoyari. C'est une sorte de bienveillance prévenante. C'est l'art d'anticiper les besoins de l'autre pour désamorcer les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Deuxièmement, nourrir le lien. Ça paraît simple, mais on l'oublie si souvent. Une relation, ce n'est pas un acquis, c'est comme un jardin, ça s'entretient tous les jours. Et enfin, le plus crucial peut-être, faire le travail sur soi-même. Et voilà, on boucle la boucle. C'est ça le point essentiel. Changer de partenaire, de maison, de ville, ce n'est souvent qu'une solution de surface. La seule transformation qui permet de bâtir des relations saines, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Alors la question finale, ce n'est peut-être pas pourquoi les relations échouent, mais plutôt qu'est-ce que je suis prêt à changer en moi pour qu'elles puissent réussir. Merci de nous avoir suivis.